second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du vendredi 15 avril. Et j'ai avec moi, comme d'habitude, Aurélien. Bonjour Lorenzo, bonjour à tous et bonjour Lorenzo. Et j'ai avec moi, du coup on est que deux. Nous ne sommes que deux, mais c'est une tentative de format qui peut être sympathique. C'est plus convivial, on C'est sera ça. plus intimiste, c'est bien, C'est ça. ce sera une bonne émission. Donc on programme aujourd'hui les news extraordinaires, le top flop, on va ensuite revenir sur les quarts de finale de Ligue des Champions qui ont été assez rocambolesques, assez fous. On va aussi parler un petit peu de la Ligue Europa et de la Conference League. Avec les demi-finales qui s'annoncent aussi assez intéressantes. On finira avec les matchs à voir du week-end et du coup pas de quiz. Ah, mais j'allais te poser la question, pas de quiz, mais je voulais... Parce que je sais bien que tu aimes bien jouer avec toi-même Aurélien, mais là avec le quiz ça risque d'être un peu compliqué. Alors. Donc commençons donc avec les news. Les news, c'est Gianluca Di Marzio, journaliste chez Sky Sports, qui a lancé cette rumeur. Robert Lewandowski aurait des envies d'ailleurs et le FC Barcelone serait en pole position pour accueillir le buteur polonais. Rappelons qu'il ne lui reste qu'une petite année de contrat. Une rumeur démentie depuis par le Barça, puis par le Bayern, notamment par l'intermédiaire d'Oliver Kahn. Mais il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. On sait que Robert Lewandowski a déjà montré qu'il était peut-être intéressé d'évoluer autre part qu'au Bayern Munich. Et là, avec le Barça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour Lewandowski, pour le Barça qui est en recherche d'un vrai numéro 9. Surtout que Lewandowski, quand il voulait partir, c'était pour avoir un recrutement assez conséquent. Donc c'est pour ça que Bounassar est arrivé, que Eric Maxime Choupo-Moting également. Plus sérieusement, je crois que c'était Sandro Wagner qui était venu pour faire un peu souffler le buteur polonais. Si j'ai envie d'être encore un peu moqueur, je dis c'est bien de quitter un quart de finaliste de Ligue des Champions pour un quart de finaliste de la Ligue Europa. Après, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'aime bien ces petites relances. Ça peut être bien, mais après, le problème, c'est que le Barça aussi a un autre plan pour son attaquant, qui est Erling Haaland. Haaland. Donc, ça aussi, on ne sait pas si ça a avancé ou non. On sait qu'il y a eu pas mal de réunions entre Mino Raiola notamment et le Barça. Donc, et la famille aussi d'Erling Haaland, notamment son père. Donc là, le Barça, on sait très bien que cet été, ils vont vouloir un vrai numéro 9. Si Erling Haaland vient, a priori, Robert Lewandowski ne devrait pas venir. Mais ça, on ne sait pas trop. Mais après, je pense que Xavi dit pas non. Robert Lewandowski un peu de l'attaque. Surtout que je ne vois pas en quoi Lewandowski ne serait pas Barça compatible. C'est surtout il est ça. compatible avec tout. Parce que c'est un buteur. Alors c'est un vrai buteur. Je crois que si on regardait un moment sur tous les buts qu'il avait marqués, près de 90% étaient à l'intérieur de la surface, hormis qu'il y avait quelques-uns en dehors. Mais si le Barça veut se relever, est en train de se relever et continuer sur cette lancée, un buteur comme Robert qui a 33 ans. Oui, c'est pour ça que j'ai rebondi sur ça, parce qu'il peut arriver à 33-34 ans. On a déjà vu des joueurs arriver assez vieux dans des grands clubs et ça ne fait pas forcément bon âge, ça sent des fois à la pré-retraite. Donc attention, mais après Lewandowski c'est un professionnel exemplaire et il est toujours aussi bon à 33 ans, donc il n'y a pas de... Après, pour moi, il y a aussi... tu as beaucoup plus d'intensité en Bundesliga qu'en Liga ces derniers temps. S'il vient en Italie, par exemple, là aussi, il jouerait dans un fauteuil et il finirait meilleur buteur jusqu'à ses 42 ans. Surtout quand tu joues au Barça, effectivement, quand tu es attaquant de pointe, il n'y en a pas beaucoup des attaquants de surface. On voit avec Luc de Jong qui fait pas mal de bien au Barça. Lewandowski, je prends pas trop de risques, mais c'est un peu meilleur que Luc de Jong. Attaquant de pointe. Donc ça pourrait faire énormément bien au Barça et ça pourrait faire énormément bien aussi à Lewandowski qui tenterait encore une fois une expérience dans un autre championnat, lui qui n'a connu que la Bundesliga finalement, avec la Ligue polonaise évidemment, oui. Mais qui a connu que Dortmund et le Barça et le Bayern, donc là avec le Barça. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant à voir pour le club et pour le joueur. Deuxième news, Oleksandr Petrakov, sélectionneur de l'Ukraine, a annoncé qu'un rassemblement de la sélection ukrainienne était bel et bien prévu le 28 avril prochain dans une interview accordée à Football Oua. Un rassemblement qui concernerait les joueurs évoluant en Ukraine. Rappelons que l'Ukraine doit affronter l'Écosse en demi-finale de barrage pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que le football, si on veut, continue malgré ce qui se passe en Ukraine. Et après, à voir dans quelles conditions se jouerait peut-être le demi-finale de barrage. Donc là, c'est quand même plutôt pas trop mal. L'Ukraine, on ne sait jamais qui pourrait participer à la Coupe du Monde 2022. Ce serait déjà une belle histoire que l'Ukraine finisse par
participer à cette Coupe du Monde. Surtout, c'est vrai qu'avec ce championnat arrêté, autant on a vu que certains joueurs comme Tété avaient signé, Tété avait signé à Lyon, mais d'autres joueurs dont je n'ai pas malheureusement le nom ont signé dans d'autres clubs. Donc eux, ça leur permet de se remettre en forme, mais c'est vrai que tu as le championnat, tu as les gros clubs, on va dire, qui donnent beaucoup en plus de joueurs à la sélection. Donc je pense en effet au Shakhtar, au Dynamo Kiev. Ces joueurs-là, ils sont en train de perdre du rythme, et quand tu vois que si je prends des exemples comme ça, quand on voit des Arda Tourane qui n'ont pas joué pendant 6 mois pour le transfert du Barça, ça leur a fait perdre beaucoup de choses. J'imagine des joueurs avec beaucoup moins de talent que le Turc. Mais c'est nécessaire parce que il faut aller au-delà. Tu vois qu'il y a des sélections qui, malgré leur état de guerre permanent, essayent de s'en sortir. Je pense par exemple à la sélection irakienne qui, même quand il y avait même quand il y avait les Américains chez eux, ils tentaient de faire des choses. Donc maintenant, enfin. Oui, c'est important pour une nation de faire vivre quand même le pays via le sport et ici via le football. Donc ça peut être... C'est toujours une échappatoire. Une échappatoire, donc à voir si l'Ukraine arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, parce qu'il faudra battre l'Écosse, puis après les Pays de Galles pour aller à la Coupe du Monde. C'est pas évident, parce qu'il faut battre Gareth Bale quand il joue au Pays de Galles. Et dommage, c'est pas celui qui joue au Real. C'est pas celui qui joue sur un green de golf pour les Pays de Galles. Et la dernière news, la FIFA a annoncé ce mardi l'ouverture de sa propre plateforme de streaming gratuite. Son nom sera FIFA+. Je pense que FIFA Fix s'était pris. La plateforme hébergera plus de 40 000 matchs en direct chaque année, dont 11 000 de football féminin. On pourra également y retrouver les archives des Coupes du Monde masculines et féminines de football. Enfin, une bonne idée de la part de la FIFA, parce que c'est très très cool quand même de pouvoir avoir tant d'archives, tant de matchs en direct gratuitement. Oui, je suis presque même étonné de voir que c'est une idée de la FIFA, et surtout que ce soit gratuit. Mais en effet, déjà avoir 11 000 matchs de foot féminin, ça permet de le mettre beaucoup plus en avant, surtout que les sélections nationales, c'est là où le niveau est encore plus élevé qu'en club, parce que même s'ils n'ont pas eu l'arrêt Bosman, mais ne serait-ce qu'en prenant le championnat de France, tu as 4 équipes, donc le PSG, Lyon, Montpellier qui est pas mal, et le PFC qui fait des choses plutôt correctes. Il y avait Bordeaux aussi, mais je crois que Bordeaux est en train un peu de tomber en décrépitude. Donc là, au moins, ça va permettre de mettre le football en avant et de regarder la finale de la Coupe du Monde 2006 en boucle. Exactement. Moi, la finale de la Coupe du Monde 2010. Voilà, par exemple. Oui, donc c'est vraiment trop bien pour les amoureux du football que nous sommes, de pouvoir voir des résumés, de voir des matchs complets de matchs légendaires de la Coupe du Monde. C'est juste incroyable. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, notamment d'autres sports. On sait que la NBA est là, avec sa NBTV, mais par exemple, je sais pas, quand on est fan de cyclisme, ça aurait été très bien. Les archives du Tour de France. Non, mais au moins c'est bien, il n'y aura plus d'excuses quand on dira non, mais de toute façon, un tel, on l'a pas vu jouer quand ça dézingue, par exemple, ça ose comparer Benzema à Platini. On a fait l'émission d'ailleurs sur la place de Benzema chez les Bleus, mais Platini reste encore au-dessus. Donc voilà, au moins, les incultes n'auront plus de bonnes raisons en me disant non. On peut pas les voir jouer. Si, t'es pas obligé d'aller sur Footballia et d'aller chercher un streaming russe pour voir. J'ai un problème avec les streamings russes, j'ai remarqué. Pour aller voir d'autres d'autres matchs, d'autres championnats. Énormément de matchs, et ce n'est qu'une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle de la part de la FIFA. C'est pour ça que tu doutais, c'est peut-être pas une idée de la FIFA. Pour moi, il y a Anguille Sauvage qui est marié. Je pense qu'il va avoir un truc. Je pense que tu vas mettre ton adresse mail et après tu vas être victime de phishing, et quand tu vas voir, tu veux rencontrer les footballeuses les plus chaudes de ta région, tu auras peut-être droit jusqu'aux 5 premières minutes du match, après il faudra peut-être payer. Ils ont intérêt de mettre l'OM, parce que l'OM pendant un temps avait tendance à prendre des minutes c'est vrai sur Canal+ en clair. Effectivement. C'est donc terminé pour les news pour cette émission d'aujourd'hui. On passe tout de suite avec Aurélien aux news extraordinaires. C'est parti.
Les news extraordinaires, donc Aurélien, vas-y, j'allais dire apprends-nous des choses, mais apprends-moi des choses. Oui, c'est vrai que d'habitude j'apprends des choses à 6 personnes, et ben là, voilà. Allez, malgré presque 500 news extraordinaires, bon j'exagère peut-être à une ou deux près, hein, je n'ai pas pu me présenter à l'élection présidentielle, ce qui ne m'empêchera pas de faire barrage à l'extrême droite jusqu'à la fin de ma vie. En attendant qu'elle arrive, voici 3 nouvelles manchettes. Un plagiat assumé et repéré par Footpack. Dans la multitude de maillots sortis cette saison, ceux de Venezia sont du plus bel effet, surtout le domicile. Alors un club de série D brésilienne, le Nova Venezia, a missionné son équipementier Icône pour qu'il crée une tunique Third fortement inspirée de celui-ci. Présence des couleurs noires, orange et verte, légère imprimée inspirée des bâtiments de la cité inondée italienne, bref, tout rappelle Venezia, mais rien de plus normal puisque l'équipe Auriverde a été fondée par des immigrés venant de Vénétie et dont le nom signifie tout simplement Nouvelle Venise. Allez, les buts, c'est comme le ketchup, mais le temps commence à être long pour Ivan Radovanovic. Le Serbe qui officie depuis plus de 10 ans en Italie est sur la série de tirs la plus longue série de tirs sans faire trembler les filets. 98 tentatives. Son dernier but date du 5 janvier 2018 lors d'un Chievo-Vérone-Udinese lorsque le Serbe était sociétaire des Moussi Volonti. On parle quand même d'un mec qui n'a scoré que 6 fois dans sa carrière en près de 400 matchs pro aussi. Eh bien, Valentin Rongier est jaloux. Et je finis par des nouvelles d'une bonne connaissance de la Ligue 1, Anthony Mounier, actuellement pensionnaire de Kalitea en D2 grec. Le presque stéphanois de 34 ans vit sa meilleure vie. 12 buts et 3 passes décisives en 23 matchs. À 34 ans, l'ancien international serait même sur les tablettes de club de l'élite hellène, d'après Sporttime. Eh oui, c'est toujours cool aussi de voir des têtes bien connues de Ligue 1 réussir en D2. Il y a aussi Kevin Bourigeaud, je crois, qui fait une excellente carrière en Grèce. Donc, bah, c'est bien la Grèce, hein, c'est pas que pour les vacances. C'est ça. C'est pas que pour les vacances, la Grèce, c'est aussi pour les anciens footballeurs et pensionnaires de Ligue 1. C'est donc terminé pour tes news extraordinaires. On passe tout de suite au top et au flop. C'est parti. Et oui, c'est moi qui vais lancer les tops et les flops de cette semaine. Et bizarrement, Lorenzo, tu as décidé de mettre dans ton top un match que tu as vécu en réalité dans un stade. Et oui, un match que j'ai vu de mes propres yeux ce week-end. J'ai eu la chance d'être au Vélodrome ce dimanche pour voir le match entre l'OM et Montpellier. Une victoire plutôt simple quand même, plutôt facile pour l'Olympique de Marseille face à Montpellier, 2-0. Donc première fois pour moi au Vélodrome. Et franchement, c'est vrai que c'est un stade avec une ambiance toute particulière. Franchement, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu dans d'autres stades. Franchement, au niveau des ultras, au niveau de l'ambiance qu'il y a dans le stade pendant tout le match, c'était quand même assez intéressant et assez, j'allais dire fou, mais presque, oui. C'était quand même vraiment très cool. Malheureusement, le match, les 15 premières minutes étaient bien parce qu'il y a eu 2 buts. Il y a eu le but de Bamba Dieng, puis après le but sur penalty d'Under. Puis après, pas grand-chose. Ouais. Malheureusement, à se mettre sous la dent, Montpellier qui a pas pu faire grand-chose, malheureusement, parce que l'OM de Saint-Pauli était vraiment trop bien en place, en fait. Finalement, que ce soit au niveau de la relance, au niveau du placement, au niveau du pressing, il n'y a quasiment rien qui déconnait. C'était quand même assez beau à voir, finalement, même si on s'est fait un peu chier parce qu'il y a beaucoup d'occasions, mais franchement match plutôt cool à voir, notamment grâce à l'ambiance du stade et finalement plus l'OM qui avait mis un petit peu l'équipe B puisque Payet n'était pas là, Milik qui est toujours blessé, donc voilà, c'était mon top. L'OM de Saint-Pauli qui en plus, on va en parler vite fait après avec la Conference League, qui marche plutôt bien en ce moment, qui devrait peut-être finir deuxième de Ligue 1, donc bon, Saint-Pauli après des petites périodes un peu compliquées au niveau de l'OM, le Saint-Pauli Ball, ça marche. Et dans ton autre top, 1, 2, 3, dans ton autre top, il paraît que Mamadou Sakho, tu as aimé sa conduite de balle. C'est vrai qu'on en a parlé, mais Mamadou Sakho, qui est un bon défenseur, mais balle au pied, c'est vrai que Théo, à qui je prends la place, aime bien dire qu'il joue en Timberland. Et là, sacré Timberland pour Mamadou Sakho, malheureusement, au niveau de la relance. Ce sont des Birkenstock, on me dit dans mon oreillette. Et oui, mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il est meilleur du pied droit que du pied gauche, alors qu'il est gaucher.
Ils pourront en parler à Ousmane Dembélé. C'est vrai, mais là dans un autre registre. Dans un autre registre. Mais oui, mais Montpellier, juste TJ Savanier qui a essayé de faire quelque chose pendant le match, quoi, mais le reste de l'équipe était un peu apathique malheureusement. Donc bon, et ça s'est fini par le carton rouge d'Omelin, le gardien de Montpellier qui a pas fini le match. Donc voilà, donc ça c'était mon top, le Marseille et Saint-Pauli que j'ai pu voir de mes propres yeux et qui m'a assez impressionné quand même au niveau de l'approche tactique et tout ça. Donc c'était mon top. Toi, ton top, Aurélien, on part en Ligue 2. Ça fait longtemps que tu as parlé de la JOCR. Et là, tu me parlais d'un défenseur qui commence à s'imposer un peu dans l'équipe bourguignonne, c'est Théo Pelnard. Oui, et c'est vrai que bon, on le verra avec mon top et mon flop, ça pue un peu le supporterisme. Mais bon, d'un côté, il faut aussi... C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, il faut parler de choses qu'on voit et qu'on aime regarder. Et j'aime regarder Théo Pelnard. En tout bien, tout honneur, mais... Voilà, et ce qu'il faut savoir sur le défenseur de la JOCR, ce qui est normalement un latéral gauche qui a été remis dans l'axe parce que le fils de Jean-Marc Furlan, Quentin Bernard, est à le poste et il ne veut pas le lâcher. Mais voilà, sa tête rageuse sur le corner de Gauthier Hein a fait énormément de bien à la JA contre Valenciennes parce qu'on est lancé... vraiment, je crois qu'il reste 5 ou 6 matchs, donc c'est que des finales. Si la JOCR veut espérer se qualifier directement, monter directement en Ligue 1, c'est-à-dire prendre la deuxième place, parce que Toulouse est imprenable, hein, qu'on soit clair, à moins, je crois qu'il y a près de 9 points de retard. Mais surtout, ce que j'aime en fait chez Pelnard, c'est aussi son côté, son gros caractère, parce qu'en janvier, il avait sur un tacle vraiment involontaire, il avait blessé le Canet Mehdi Chahiri. Il avait pris au début 8 matchs de suspension. Sacré tacle, du coup. Non, même pas. En plus, tu regardes le tacle, il est pas spécial. Il est vraiment pas dangereux. C'est que il chope bien la balle, mais le pied a fini par se bloquer et je crois qu'il y a eu une fracture de la cheville ou un truc comme ça. Le CNOFS avait fini, le Comité national olympique du sport français avait fini par réduire la suspension à 5 matchs, mais c'est quelque chose qui avait fait du mal à Théo Pelnard. Et le voir aussi solide et aussi important pour la JOCR, c'est bien et franchement... j'en parlerai, mais une grosse force de caractère, ça pourrait être très bénéfique pour la fin de saison haletante qui nous attend. Du coup, on passe au flop. Du coup, on passe au flop. Et donc, les flops, comme j'ai dit, ça puait le supporterisme. Donc, tu as parlé d'un match que tu as vu, mais tu as parlé de ton équipe de cœur, Valence. Tu as décidé de le placer dans les flops. Mais pourquoi, Lorenzo? Apprends-moi des choses aussi. Parce qu'on se fait chier. Quand on regarde Valence jouer, malheureusement. Oui, mais ça, c'est Bordalas. Malheureusement, c'est Bordalas. Parce que autant ça peut être efficace par moment, parce que bon, j'allais en parler après, mais bon, il y a quand même une finale de Copa samedi prochain contre le Betis. Donc, il y a quelques résultats. Samedi là ou samedi prochain? C'est samedi là. Non, samedi prochain. Pardon. Samedi prochain contre le le week-end Betis. de Pâques. Non, pas le week-end de Pâques, le week-end d'après à 21h30 samedi prochain contre le Betis. Donc il y a des résultats, mais qu'est-ce qu'on se fait chier malheureusement, parce que là en championnat, malheureusement ce week-end ça a refait match nul contre le Rayo qui a pas gagné un match en Liga depuis la mi-décembre. Donc c'est chiant parce qu'ils avaient été très impressionnants lors du début de saison, mais là depuis la mi-décembre ça gagne pas un match quoi. Donc compliqué pour le Rayo. Mais cette équipe là t'arrives même pas à la battre alors que tu gagnes 1-0, tu prends un but à la 83e. Donc c'est compliqué, déjà que le but que Soler marque est très chanceux. Donc voilà, 9e à 12 points de la Coupe d'Europe, donc autant dire que c'est ciao, hein. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour Valence l'année prochaine, à part si ça gagne la Coupe du Roi. La Copa del Rey, c'est 3 nuls en 4 matchs, seulement 2 buts marqués en 4 matchs. C'est bien beau de défendre, d'être solide. Ça j'ai remarqué des buts. Après, est-ce que par rapport à la saison et tous les remous qui se passent à Valence, est-ce que finalement être bien intégré dans le ventre mou, c'est presque une victoire? Oui et non, parce que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant, finalement, entre finir 9e et 11e ou 12e, il n'y a pas grand chose de différence, quoi. C'est juste que là, on est peut-être un peu moins ridicule, et encore, Bordalas, sur le banc, ça aide pas au niveau du spectacle. Donc, si Valence gagne la Coupe du Roi, ce sera une bonne saison.
Mais si ça perd en finale, bon, bah, finalement, ce sera une saison de plus morose. Et je pense à des joueurs comme Carlos Soler, comme José Luis Gaya, qui ont aspirent à peut-être à jouer dans de plus gros clubs, même si bon, ils veulent rester. Hein. Soler et Gaya, ils ont toujours dit qu'ils veulent rester dans ce club-là, même si Gaya n'a toujours pas prolongé, il a encore un autre contrat, je crois. Donc José Luis, si tu m'entends, il faut prolonger quoi. Donc voilà, Valence en flop parce que attention, s'il n'y a pas de victoire à la finale de Coupe du Roi, bah, ce sera juste une saison de plus dans le milieu de tableau et on se sera fait chier quoi. Donc pas d'émotion. Ouais, pas d'émotion quoi. Même s'il y a eu quelques matchs intéressants, mais bon, le bordalismo, il est pas mort, mais les rejetons de Simeone, ça suffit. Bordala, c'était chiant. Donc voilà, ça c'était mon flop Valence malheureusement. Et on passe à ton flop finalement Aurélien. On parle de supporterisme. Ton flop va concerner l'AC Milan parce que bon, c'est premier de série l'AC Milan, mais ce week-end ça a fait nul contre le Torino. Et bah finalement le titre pourrait s'échapper parce que l'Inter a un match en retard et seulement 2 points de retard et ça peut repasser devant à tout moment. Et ben même ça peut repasser devant tout à l'heure. Ce vendredi. Ce vendredi, puisque l'Inter va sur la pelouse de j'ai oublié, mais s'il l'emporte, il repasse devant le Milan AC. Bah surtout quoi, on est devenu un peu. Ah oui, et ben. Allez Thiago Motta. Allez Thiago. Mais surtout c'est le jeu, on est beaucoup trop stéréotypé, on est beaucoup trop inefficace devant. Alors certes, ça commençait déjà à se voir contre Cagliari et le Napoli où et encore le match contre le Napoli était pas trop mal. C'était vraiment comme on dit de la maladresse devant les buts. Mais là franchement ils savent très bien qu'on va passer par Théo Hernandez et Leao. Brahim Diaz, je crois qu'il n'a pas marqué depuis novembre ou décembre. Ce qui est quand même pour un numéro. Petite disette, hein, parce que même il fera toujours une meilleure saison que les 4 ans de Calhanoglu. Je suis obligé de le passer. Tacle gratuit, mais nécessaire. L'Espagnol, j'ai envie de le voir un peu plus, surtout. Bon, après, je pense que c'est sa vraie première saison où il joue quasiment tout le temps titulaire. Donc forcément. Au moment, ça s'essouffle un peu, quoi. Peut-être que l'organisme n'est pas prêt, mais surtout, en fait. Un manque pour moi, c'est quand même Zlatan, qui est pour le moment abonné à l'infirmerie. Et même si Olivier Giroud, je pense qu'il apporte autant qu'un Zlatan, du moins dans le jeu, avoir le Suédois à l'infirmerie, quand tu sais que le mec a gagné. Autant on peut le critiquer sur la Champions League, autant sur les championnats. Il a quand même un palmarès assez fourni. Voilà, il a le palmarès fourni. Et quand on sait que. Tous les matchs qui restent, ça doit être joué comme des finales. On veut compter sur ce fort caractère. Mais bon, c'est peut-être l'écueil de Zlatan Ibrahimovic où les finales, il a toujours eu du mal. Donc, là, c'est, quand même, c'est vrai qu'avoir plus un Zlatan sur le terrain, c'est au niveau du caractère, au niveau de la personnalité, ça te rajoute quelque chose. Hein. Oui, et surtout, tiens, c'est vrai que je savais que j'avais noté autre chose. Le calendrier des matchs qui nous restent. La Lazio. La Fiorentina qui vient de gagner contre le Napoli, l'Atalanta Bergame et on finit par Sassuolo. Pas simple. Par rapport à l'Inter notamment, qui doit avoir peut-être un calendrier un peu plus facile. Je crois que oui, il ne doit plus leur rester des masses. Mais bon, c'est quand même intéressant. La danse à 3 pour le titre en Serie A, ça va être très chaud jusqu'à la fin. Ouais. Donc, et bon, des matchs nuls comme ça. Non, là tu peux pas. Ouais, là c'est compliqué. Parce que bon, le match en retard de l'Inter, c'est contre Bologne. Bologne contre les gros, ça a souvent c'est laissé ouvrir. Ça se fait ouvrir. C'est donc terminé pour le top flop. On va partir sur le débat sur les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est parti. Les quarts de finale de Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Il y a donc un dernier carré qui est assez intéressant et assez éclectique. 2 clubs anglais, 2 clubs espagnols. Ah oui, en effet, vachement éclectique. T'as vu ça? Pour moi, c'est assez éclectique comme ça. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop. C'est trop. Il y a beaucoup trop insulaire et péninsulaire. Mais bon, c'est. C'est vrai. Donc, pas si éclectique que ça finalement. Mais bon, ça me va très bien. On va partir sur le premier match qui a eu lieu ce mardi. Un match où la première et unique, peut-être grosse surprise de ces quarts de finale. Villarreal a sorti le Bayern 16 ans plus tard. Et Villarreal retrouve les demi-finales de Ligue des Champions 16 ans après le pénalty raté de Riquelme face à Jens Lehmann en 2006.
Villarreal qui a sorti quand même la bête munichoise, l'ogre munichois, après un match retour qui était un peu plus défensif que le match aller, où Villarreal a essayé de verrouiller au maximum les offensifs du Bayern Munich, à raison, parce que le Bayern à l'Allianz Arena, c'est des salles, mais ils sont capables d'en mettre 6 ou 7 et on le voit régulièrement en plus en Champions League. Ouais, contre Salzbourg en 8ème, ça avait fait très mal, mais Villarreal a su résister, notamment grâce à l'organisation tactique de Unai Emery qui a été quasiment sans faute. Et le Bayern qui a quand même réussi à ouvrir le score grâce à l'inévitable Robert Lewandowski sur une petite erreur de relance, malheureusement de Dani Parejo, mais bon, c'est un peu le risque avec le rôle de Parejo à Villarreal. Mais bon, Villarreal a tenu et finalement à la 88e, je crois, 88e minute, Samuel Chukwueze sur une magnifique contre-attaque qui vient crucifier le Bayern chez lui. Déjà, je veux dire un petit char pour Nagelsmann quand même, parce que John Nagelsmann qui après le match aller avait dit ouais c'est sympa, on va les punir en retour. Oui. Voilà, c'est Thomas Müller qui avait dit la même chose, genre ils nous ont pas tués donc vous inquiétez pas. Ben voilà, le karma est très puissant dans le football. Donc j'ai revu la vidéo d'ailleurs de Thomas Müller qui fait au revoir la Champions League. Enfin, il dit même le Champions League, mais c'est vraiment un psychopathe. Il me fait penser au méchant d'OSS 117. On est en 1955, Romain. On est en 2022, en 2022. Mais Villarreal qui vient en demi-finale, une immense surprise quand même pour ce club qui est malheureusement qui est 8ème de Liga maintenant, je crois, donc il fait une très très bonne saison en Liga. J'ai vu, je crois que c'était 7ème derrière Real Sociedad qui est 6ème. Real Sociedad qui est 6ème, oui, donc c'est 7ème de Liga Villarreal, mais qui arrive à sortir le Bayern et avant en 8ème qui avait sorti la Juve, donc là c'est la très belle histoire de cette Ligue des Champions. C'est un parcours de champion, oui. Un parcours de champion et Villarreal qui arrive en demi-finale, qui arrivera contre Liverpool, on va en parler juste après, mais bon, là le Bayern quand même qui, sous Nagelsmann, connaît sa première grosse désillusion. Et du coup, le Bayern qui a peut-être manqué un peu surtout d'assises défensives finalement, peut-être de sûreté défensive. Parce que Upamecano, Soule et Pavard, finalement, on l'a vu sur ce match, on l'a vu sur toute la saison, finalement, c'est pas très solide. Non, et en plus, tu as 7 joueurs offensifs en fait sur la feuille de match, et le Bayern Munich, oui, enfin surtout Julian Nagelsmann, il a cette volonté d'aller vers l'avant. Bon, alors c'est vrai que tu as 7 joueurs offensifs et tu te dis tiens, est-ce que ça va me permettre de marquer beaucoup de buts, mais ça reste encore un peu brouillon et ça compte aussi beaucoup trop sur un exploit de Lewandowski. Donc c'est le problème, mais bon, Nagelsmann c'est un entraîneur qui a 35-36 ans, donc qui est encore très jeune, oui. Qui est encore très jeune, qui est encore en train d'apprendre, même si pour moi à Leipzig il n'avait pas encore dépassé le plafond de verre du Rasenball, mais au-delà de ça, voilà, si on voit l'expérience, c'est peut-être ce qui a permis à Unai Emery de réussir, puisqu'il y a eu son expérience plus que mitigée au PSG, où il s'est mangé la remontada et qui avait complètement... Il a jamais passé les 8e de finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà, et qui a coupé donc les jambes de l'élan après le 4-0 au match aller. Mais ça, on sent qu'il a appris ça et qu'il revient plus sur ses standards de Séville. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que depuis qu'il est à Villarreal, le club valencien, ils ont quand même disputé 13 matchs à élimination directe. Et aucune défaite, c'est précisément d'ailleurs, puisque je l'avais noté, c'est non tiens je l'ai retiré. C'est qu'une défaite. Mais c'est voilà, donc et ça doit être peut-être cette victoire et des nuls derrière. Donc bravo à Emery qui est vraiment en train de démontrer que c'était un bon coach et de toute façon, c'est souvent la conclusion qu'on fait sur les coachs passés par le PSG. C'est que... Finalement, ils sont bons les cons. Ils sont bons les cons quand ils sont plus au PSG. Oui, on pourrait parler aussi de Thomas Tuchel qui malheureusement s'est fait éliminé par le Real Madrid. Mais c'est vrai que le Real, c'est la consécration d'Unai Emery qui a réussi à transcender des joueurs qui étaient pas en fin de carrière mais qui sont assez vieux. Etienne Capoue notamment au milieu de terrain. Coquelin, il a presque 30 ans. Coquelin, oui, qui a dépassé la trentaine, si je dis pas de bêtises. Et Dani Parejo qui a 32 ans, si je dis pas de bêtises, 33 ans. Et qui a été l'homme du match ? Raoul Albiol. Qui après son expérience au Napoli, on disait qu'il était fini, pas du tout. Qui fait une magnifique paire de défense centrale avec Pau Torres. Juan Foyt en arrière droit qui a sorti 2 matchs, mais surtout au match aller qui était impressionnant. Au match retour, il a eu un peu de mal contre Kingsley Coman.
mais ça se comprend. Kingsley Coman, C'est Jaman. surtout qu'il était un peu laissé en 1v1 contre Kingsley Coman, donc bon, il a un peu souffert. Mais Estupiñán aussi, qui a un arrière-gauche très offensif et qui est très très bon, l'équatorien. Et un milieu de terrain, Capu, un double pivot Parejo Capu, qui était juste fantastique. Parejo, je dirais jamais assez de bonnes choses sur lui. Donc de toute façon, c'est dit, si Villarreal va en finale, le maillot floqué de Dani Parejo Villarreal, il vient à la maison. D'accord. Ouais, de toute façon, tiens, tu as parlé du truc défensif. Parce que je sais que les Bavarois ont gueulé, mais ils aiment bien gueuler. Quand ils perdent, ils sont vraiment insupportables. C'est pour ça que quand c'est en train de donner des leçons de fair play au PSG, ça me fait toujours rire. Mais d'un côté, oui, Villarreal n'était pas là pour jouer les victimes expiatoires. Et au moins, Bah oui, ils étaient venus avec un avantage d'un but à 0 et ils savaient très bien qu'à l'Allianz Arena, le Bayern Munich, tu leur laisses un espace, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, le Roi Sané a encore bouffé la feuille de match. Le Roi Sané, oui, qui n'a pas été extrêmement bon, c'est vrai. Mais côté Bayern, beaucoup de joueurs étaient un petit peu en berne. Tu as aussi Jamal Musiala qui fait pas un très très bon match, Joshua Kimmich qui fait un bon match, mais qui ne peut pas faire grand chose non plus. Mais donc voilà, Villarreal avec notamment le but de Chukwueze qui était rentré en jeu, Danjuma qui fait une bonne prestation quand même, Gérard Moreno aussi, Coquelin. Donc voilà, Villarreal qui a que des bons joueurs, pas des joueurs excellents qui sont niveau Ligue des Champions à la base, mais avec des joueurs qui sont hyper solides et qui sont mais qui ont connu un peu la Ligue des Champions ou les Coupes d'Europe. Et ça joue mine. Exactement, ça joue pour Villarreal, donc qui arrive en demi-finale face à, on va pas faire dans l'ordre chronologique, mais qui arrive en demi-finale face à Liverpool, qui on avait dit que c'était cadeau quand même, Liverpool contre Benfica, et finalement c'est eu un peu de mal quand même, mon victoire, qualification finalement 6-4 sur les deux rencontres. Donc le tennis. Score de tennis. Mais Liverpool, notamment défensivement, ça fait un peu peur quand même. Surtout que, quand même pour ce match, Jürgen Klopp avait fait pas mal tourner. Faut quand même le dire. Et c'est vrai que sur le deuxième but ou le troisième but de Darwin Núñez, d'ailleurs quel joueur, si en fait Benfica se résume beaucoup au buteur uruguayen. Ibrahima Konaté, il est un peu, c'est lui qui couvre Darwin Núñez. Donc bon, après c'est l'apprentissage. Je me rappelle que sur le match aller aussi, c'est lui qui fait une petite boulette et qui donne un but à Benfica. Oui. Et en revanche, c'est lui aussi qui ouvre le score. C'est lui qui marque aussi. Il marque les deux confrontations. Donc c'est vrai que c'est du 50-50. C'est comme je le dis souvent, les pompiers pyromanes. Mais en soi. C'est vrai qu'on avait fait notre liste des Bleus pour la potentielle Coupe du Monde. On n'a pas parlé d'Ibrahima Konaté. Non, mais pas impossible. Non, d'un côté, la liste des Bleus à la Coupe du Monde, j'ai regardé, on n'a pas parlé d'Ousmane Dembélé, alors que j'ai revu ses matchs à Barcelone, c'est quand même pas trop mal. Ouais. Mais oui, de toute façon, il est dans le sas. Et le problème, c'est que les défenseurs centraux dans le sas pour l'équipe de France, t'en as une pelletée. Et s'il devait jouer, j'ai un doute si Konaté il est malien ou sénégalais, je veux pas te dire de bêtises, mais si ça joue comme Mohamed Simakan s'il finit par jouer par la Guinée, ce sera normal. Il y a beaucoup trop de joueurs, beaucoup trop de talents au kilomètre carré. Je ne sais pas comment la France a fait ça, mais on a bien réussi. Mais surtout aussi Liverpool, sur le match retour notamment, c'est un petit peu la petite renaissance de Bobby Firmino. Oui. Un doublé pour Roberto Firmino qui était ces 2 dernières années un peu plus en retrait, avec notamment l'arrivée de Diogo Jota et de cet hiver de Luis Diaz. Luis Diaz, le trou mémoire de Luis Diaz. D'ailleurs, Jürgen Klopp a été hyper dithyrambique sur Darwin Núñez. Ça me ferait rire de voir Luis Diaz et Darwin Núñez qui étaient dans les clubs qui se détestaient se retrouver dans le même club. Et oui, Darwin Núñez qui a annoncé qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire encore cet été, mais beaucoup de clubs sur les tablettes de l'Uruguayen qui impressionnent cette année, qui doit être à une 25, quasiment 30 buts je crois. En toute compétition confondue, je crois, quasiment 30 buts pour Darwin Núñez, donc plus qu'il n'y a que 21 ans. Et une belle évolution pour Darwin. Oui, bien joué. J'ai compris. Je l'ai, celle-là. Pour Darwin Núñez qui a déjà pas mal de courtisans. On parle du Barça, je crois, qui était dessus. Il y a aussi Chelsea, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi je serais un club. City aussi qui était. Tout le monde était dessus. Mais City est sur beaucoup de joueurs. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils regardent un peu leur effectif aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs aussi. C'est vrai, mais bon, du coup, Liverpool qui a réussi à se qualifier face à Benfica, malgré des matchs quand même assez spectaculaires, puisque 3-3 au retour, c'était quand même assez beau à voir. On passe maintenant à l'autre demi-finale. On va passer au match
l'autre match qui avait eu lieu mardi dernier. On y a cru pour Chelsea qui avait commencé une remontada incroyable. 1-0, 2-0, puis 3-0 avant un but 3-1, un but de Rodrigo. de Rodrigo Gauche, évidemment, sur un amour d'extérieur. Sur l'extérieur de Luka Modric, évidemment, qui a été remontré des dizaines de milliers de fois et que c'est pas assez. C'est l'extérieur fantastique de Luka Modric. C'est pour ça quand parfois Dridi il parle des numéros 10 à l'ancienne où il faut beaucoup courir maintenant pour vraiment organiser le jeu et être bon. Je crois que Luka Modric est en train de te démontrer que Roman Riquelme serait encore très bon actuellement. Ouais, effectivement, pour le Real Madrid, qui, dos au mur, qui a fait un petit peu une petite, on peut dire une Paris Saint-Germain dans le milieu, qui avait pris une sacrée remontada. Ils se sont fait broyer pendant 80 minutes. Ouais, pendant 80 minutes, un peu contre le PSG. Le Real Madrid, c'était ça. De toute façon, c'est de survivre, de résister, de savoir piquer là où ça fait mal et quand ça fait mal. Et c'est exactement le cas pour le Real contre Chelsea, 3-1 à la fin du temps réglementaire. Puis après en prolongation, Chelsea, ce n'est pas vraiment remis du but de Rodrigo Gauche, puisqu'on a vu le Real beaucoup mieux, notamment grâce à l'entrée d'Eduardo Camavinga. Encore une fois, comme contre le PSG, Camavinga qui continue à montrer que l'année prochaine, s'il n'est pas titulaire, ça commence à petite gueuler du côté de la Maison Blanche. Camavinga et finalement évidemment qui d'autre que Karim Benzema de la tête encore sur un service de Vinicius encore pour qualifier le Real Madrid en demi-finale. Chelsea peut s'en mordre les doigts, mais bon, ce qu'elle avait fait au match retour quand même, comment s'en vouloir, 4 minutes quasiment parfaites et le Real a su juste piquer là où il fallait. Il y a eu ce but annulé pour une main de Marcos Alonso. Alors c'est vrai que j'ai pas voulu revoir les vidéos parce que tout le monde connaît mon amour pour le Real Madrid. Même si je trouve ça drôle parce qu'en fait je suis sûr qu'il y a une multitude de personnes supporters du Real qui doivent cracher sur la VAR à longueur de temps. Genre, complètement. Ça tue les émotions, ça fait ceci, ça fait cela. Mais là ils ont dû dire attends. Ah là c'est sûr, non là c'est sûr, ça l'a effleuré d'un micro et viva la Real. Non c'est pour ça. C'était un penalty oublié aussi pour Chelsea avec notamment très beau but de Timo Werner pour le 1-0. Werner qui revient aussi, j'allais y venir, c'est vraiment je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais je crois que je l'ai vu dans l'équipe type de l'UEFA, j'ai vu passer ça et c'est bien dommage pour un mec qui est tellement décrié sur son rendement offensif, parce que sur son placement, on lui a quand même mis Lukaku dans les pattes. Et finalement, Lukaku, c'est Timo Wernerisé. Mais bon, Timo Werner, il avait déjà fait un bon match contre Southampton, où il avait marqué un doublé, et là, un but, une passe décisive, il est bon l'Allemand. Et j'aimerais le voir continuer à jouer ainsi et revoir, comme tout le monde, le Timo Werner de Leipzig qui supporte pas certes le bruit de Beşiktaş, mais qui supporte bien les célébrations, ses propres célébrations. Donc le Real Madrid se qualifie en demi-finale après avoir sorti des prestations très moyennes finalement, globalement. 10e demi-finale en 12 ans quand même. Et oui, c'est le Real Madrid, c'est un peu le club de la Ligue des Champions. Ouais. Ça a failli être le club de la Super League, mais non, ça reste en Ligue des Champions. Et ça arrive en demi-finale comme l'année dernière. Le Real qui va aller affronter Manchester City, parce qu'on avait parlé de l'Atlético au match aller qui n'avait rien fait, qui a perdu 1-0. Le match retour, finalement, ils ont montré que quoi ils voulaient. Et ils pouvaient être un petit peu dangereux finalement, Atlético Madrid face à Manchester City. Et finalement, ça a terminé sur un 0-0. Qualification de Manchester City. Mais les Citizens se sont fait pas mal peur, notamment lors de la fin de match, avec notamment entre El Correa et Joao Félix, Antoine Griezmann aussi qui a été pas mal dangereux, et Nick Ferrer Carrasco notamment qui a fait énormément de bien à l'attaque des Colchoneros. Mais City qui a réussi à faire quelque chose qui n'était peut-être pas habitué à faire, mais être solide défensivement et à résister finalement face à Atletico, parce que peut-être il y a 2-3 ans, un match comme ça, City pouvait perdre, notamment face à Tottenham en 2019, on se rappelle qu'ils avaient craqué défensivement face à Lucas. Oui, et comment, mais... alors c'est bien ce que tu dis, mais non, il n'y a pas de mais, et c'est plutôt quelque chose où je veux rajouter, c'est qu'on voit que c'était totalement le plan de Simeone d'attendre ce quart de finale retour au Wanda Metropolitano, parce que quand tu vois en fait l'ambiance qu'il y a, ils savaient qu'ils allaient se transcender, ils savaient que les joueurs que tu as cités, Angel Correa, Joao Félix, Antoine Griezmann, allaient tout faire pour
pour que le stade soit fier de ses joueurs. Le stade a d'ailleurs été fier de ses joueurs et, et même resté 10 ou 15 minutes après la fin du match pour encore les féliciter. Après, pour Pep Guardiola a dû recevoir le plus beau des compliments de la part du président de l'Atlético Madrid en disant qu'il a pratiqué un football préhistorique. Je pense que je serais Pep Guardiola, je serais fortement touché, mais ce serait peut-être une preuve que... C'est vrai que le culot n'a plus aucune limite. Là, c'est ça. C'est Gérald Darmanin qui dirait que Jordan Bardella est plus raciste que lui. Quoi. Oh, ça n'arrivera jamais, ça. Non, je vous trouve un peu mollassonne, madame Le Pen. Mais comment... non, c'est vrai que... Mais ce serait peut-être une preuve que Pep Guardiola... c'est parfois... C'est un petit peu des fois se renier pour aller chercher le être enfin pragmatique. C'est peut-être ça qui lui permettra d'aller chercher la première Champions League de l'histoire de Manchester City. Pas la première demi-finale d'ailleurs pour Pep Guardiola qui est 9 qualifications au-dessus de José Mourinho et de Carlo Ancelotti. Effectivement, et du coup il va retrouver Carlo Ancelotti en demi-finale. La transition est toute trouvée parce que Real Madrid a été excellent dans cette compétition avec des champions. Pour piquer ça fait mal. Est-ce qu'on pourra le faire avec Manchester City? Ça c'est la question pour la demi-finale, parce que City a su résister face à l'Atlético Madrid, mais est-ce qu'ils vont savoir résister face à Karim Benzema, face à Vinicius? Là, ça va être une très très grosse question, parce qu'on voit que notamment Manchester City, Kyle Walker a eu pas mal de mal contre Yannick Ferreira Carrasco, mais contre Vinicius, ça risque aussi d'être encore plus difficile. C'est un joueur vif, Ferreira Carrasco. Oui, mais Vinicius. Voilà, tu vois où je voulais en venir. Effectivement, c'est là où je voulais en venir aussi. Du coup, City, est-ce qu'il est vraiment favori contre le Real Madrid en demi-finale? Parce que là, le Real. Avec cette formule-là de jouer moyennement pendant 80 minutes et de piquer en étant extrêmement efficace, face à Manchester City, c'est peut-être la formule qui va marcher. Alors, ça me fait mal de le dire, mais ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce que ça porte quand même la marque d'un homme, c'est Karim Benzema, et c'est vrai que Karim Benzema n'est pas Raheem Sterling, n'est pas Gabriel Jesus, et que lui, quand il arrive devant le but, il sait très bien comment faire pour planter, surtout que... Ederson, c'est pas Thibaut Courtois par exemple, et c'est ça aussi, c'est que Thibaut Courtois aussi qui est sorti les qualifications du Real sont s'ils arrivent à résister, et encore là ils sont quand même pris 3 buts, je pense que c'est la plus grande là ils ont dû avoir une sacrée frayeur, et que d'ailleurs c'était pas Carlo Ancelotti sur le banc, ça devait être son fils, parce qu'il n'avait pas le Covid ou un truc comme ça. Peut-être. Ah, j'ai un doute, tiens. Tu m'apprends peut-être des choses? Oui, c'est à vérifier, mais tiens, moi je sais même plus, même plus où j'en étais, mais de ce côté-là, Courtois arrive régulièrement à tenir. Non, il était guéri. Il était guéri. Il était là. Bon, Carrément, il était là. C'était peut-être pour le premier. Pour le match aller. Ouais. Donc voilà, c'est. Ça pourrait fonctionner, surtout que quand tu vois que Modric, pareil, il lui faudra... C'est des joueurs, il leur faut juste une étincelle pour être vraiment dangereux, et tu continues à être un monstre d'efficacité comme ça. Et ça peut fonctionner face à Manchester City, qui reste quand même une machine, un rouleau compresseur. Même si Mahrez est moins bon depuis qu'il est revenu de la CAN. Oui, effectivement, il est un peu moins bon, mais bon, il y a toujours des joueurs aussi incroyables. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, etc. Des joueurs incroyables du côté de Manchester City qui pourraient faire la différence lors de la demi-finale. Et l'autre demi-finale, du coup, Villarreal contre Liverpool. Est-ce que Villarreal peut encore sortir un nouvel exploit? Face à Liverpool, c'est à peu près la même disposition, parce que Liverpool est ultra favori, mais Liverpool a quelques problèmes défensifs, parce qu'on parle de Konaté qui est loin d'être sûr, Van Dijk qui est moins bon qu'à son prime, évidemment. Non, mais il a tendance à... En fait, on est en train de le voir, et j'ai l'impression que ça le travaille aussi, c'est qu'il recule beaucoup sur les adversaires, et quand on voit les qualités de frappe, je pense à Parejo, par exemple. Oui, Parejo, Lo Celso aussi. On n'a pas du tout parlé de Lo Celso quand on parlait de Villarreal, mais Lo Celso aussi qui a sorti 2 énormes matchs contre le Bayern. Donc Villarreal qui peut quand même tirer profit des maladresses de Liverpool, même si on sait que Liverpool offensivement, c'est même plus l'armada là, c'est un rôle compresseur aussi, quand tu as Mané, Salah, Firmino, Jota et Luis Diaz. Tu peux en avoir 2 sur le banc. Ça peut faire très mal, mais Villarreal qui peut faire qu'on contre le Bayern. Sûrement le scénario le plus
plausible pour que Villarreal passe, c'est le scénario du Bayern, c'est-à-dire gagner 1-0 à l'aller et au retour réussir à tenir. Même si ils seront capables sûrement de me faire mentir, puisque le scénario face à la Juventus c'était 1-1 au Juventus Stadium et 1-1 à Villarreal et 3-0 au Juventus Stadium si je ne me trompe pas. Une mairie qui est extrêmement bon à l'extérieur en Ligue des Champions, donc là à Anfield ça pourrait être un très très beau match, ça va être d'excellents matchs. De toute façon, ça pourrait être une très très belle clim. Ah oui, aussi, très très belle clim, c'est tout ce qu'on souhaite. Tout ce qu'on souhaite pour Villarreal, qui finalement, c'est une ville de 30-40 000 habitants quand même, donc ça c'est fou de les voir en demi-finale de Ligue des C'est Champions. la plus petite ville d'ailleurs à être arrivée en demi-finale. Après c'est particulier parce que Tottenham ça représente un quartier, tu vois. Certes c'est Londres, mais ça représente un quartier. Mais ça reste Londres. Villarreal c'est une ville à part entière dans la banlieue de Valence. Enfin, j'aime à dire que Villarreal c'est devenu le club de Valence. Le club qu'aurait dû devenir Valence. Mais voilà, un club qui est très très bien géré avec un bon centre de formation. Avec un très bon centre de formation et des gens de là-bas, mais c'est pas français. Avec des locaux. Des autochtones. Des autochtones Perran Valenciano. Donc la preuve avec un club bien géré, avec un entraîneur de qualité, ça peut, rouler sur l'Europe, mais presque. Ça a quand même sorti la Juve et le Bayern, donc deux énormes écuries quand même européennes, donc ça fait plaisir à voir. Donc on est bon pour cette page Ligue des Champions. On va parler très rapidement d'Europa League et de Conference League. En Europa League, les demi-finales, on avait espoir de voir un club français en demi-finale d'Europa League. Et oui, mais l'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir. L'attente fait mourir et le 3-0, là c'est bon. 3-0, West Ham qui a mis 3-0 à Lyon au Groupama Stadium. Score très sévère parce que Lyon quand même finalement a plutôt dominé ce match. Mais Lyon qui finalement, avec cette élimination... on peut se dire que c'est peut-être l'une des pires saisons de Lyon au XXIe siècle. C'est ça, c'est un peu le podcast d'ailleurs qu'on avait fait avec Simon, avec La Gonfle. C'est que ce Lyon-là, il est quand même vraiment apathique. Il est 10e de Ligue 1. Là, il pouvait espérer quelque chose, même si, attention, Tottenham c'est le 6e de Première Ligue. West Ham, c'est Londres aussi. C'est Londres aussi. West Ham, c'est 6e de Première Ligue avec un entraîneur pareil dont on a décrié son passage à Manchester United, mais David Moyes fait de belles choses et surtout un joueur, Jarrod Bowen, qui va commencer, je pense, à taper à la sélection anglaise. Donc non, c'est bon. Je crois que ils se sont encore fait avoir sur des coups de pied arrêtés. Notamment le premier but. Je crois savoir pour suivre quelques suiveurs de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les coups de pied arrêtés c'est vraiment le défaut de ce Lyon-là dommage parce que c'est vrai que là c'est Pollensbeck qui était le gardien parce que malheureusement je peux rien dire sur sa prestation mais les buts qu'il a pris sont les deux derniers surtout le deuxième était évitable. Il aurait pu sortir un meilleur match pour Pollensbeck, mais bon après c'est un gardien remplaçant, c'est pas pour rien. Donc voilà, Lyon qui est malheureusement éliminé, donc il n'y aura plus qu'un club français en Coupe d'Europe pour les demi-finales. Pour cette quart de finale de Ligue Europa, l'Atalanta perdit à domicile face à Leipzig 2-0, encore un but doublé de Nkunku qui a marqué un but, le doublé je suis pas sûr, mais faudra vérifier. Mais l'Atalanta là aussi qui déçoit cette saison par rapport aux saisons précédentes. C'est l'Atalanta de cette deuxième moitié de saison, donc celle qui est beaucoup plus apathique, beaucoup plus... il manque quelque chose. De toute façon, Duvan Zapata est de nouveau titulaire, mais tu sens qu'il y a quand même 3 mois de blessure. T'as Jérémy Boga qui n'est pas encore... bien intégré. Et c'est quoi dire, tu vois, par exemple, Jérémy Boga, il est parti de Sassuolo sous perte et fracas parce qu'il devait déjà partir au mercato estival. Et son remplaçant qui est Ahmed Junior Traoré qui est en train de faire... une sacrée deuxième moitié de saison, je trouve. Après son gros match contre l'Inter, il a marqué un doublé. Et je n'arrive plus à savoir. Contre une équipe italienne. Mais il me semble que c'était contre une grosse équipe italienne. J'arrive plus à me rappeler, mais voilà, c'est.
c'est malheureusement dans la continuité. L'Atalanta, qui n'ira pas en Ligue des Champions, a priori. et qui ira peut-être même pas en Ligue des Champions, ne serait-ce pas dans le championnat. Ouais, via le championnat, donc malheureusement l'Atalanta qui. Et c'est con parce que Gasperini, il a besoin d'un trophée ou deux pour légitimer son passage, même si en fait d'un point de vue local ça va être une légende locale, mais pour qu'on continue à se rappeler de lui il faut gagner un trophée, et la Ligue Europa voilà. Ouais, ça aurait pu être ce trophée là. Les Rangers qui ont sorti Brailla ou des prolongations, encore une fois les Rangers qui impressionnent quand même en Europe et qui arrivent en demi-finale d'Europa League, donc peut-être le rêve. James Tavernier toujours aussi fort, l'arrière droit anglais des Rangers. Donc la belle histoire aussi pour les Rangers qui avait un petit peu qui avait revu sous Steven Gerrard et qui a perdu Steven Gerrard cet hiver et qui a récupéré Giovanni Van Bronckhorst et qui fait d'excellentes choses du côté de l'Écosse et du côté des Glasgow Rangers. Donc là la résurrection d'un club historique d'Europe, ça fait extrêmement plaisir à voir. Et finalement le dernier quart de finale, le Barça éliminé par l'Eintracht Francfort 3-2, alors que Francfort gagnait 3-0 à 10 minutes de la fin. Oui. Donc la première grosse désillusion pour le Barça de Xavi. C'est vraiment la première, hein, parce que si on regarde en Liga, ça n'a plus perdu depuis décembre. Oui, depuis que Xavi est arrivé. Oui, donc c'était... et je n'arrive plus à savoir en Coupe d'Europe, mais c'est en Coupe du Roi, ils avaient eu une défaite quand même. Oui, Coupe du Roi, ils avaient perdu. Donc c'était la seule défaite de Xavi. Il me semble que oui. Donc, alors pour avoir vu le match aller, ça ne m'étonne pas que ce Barça-là se soit fait éliminer par l'Eintracht Francfort. Surtout, je vois un des buteurs, c'est Raphaël Borré. Un magnifique but. Magnifique but que je n'ai. Il faudrait que je Minas sous la barre hors de la surface. Ter Stegen ne peut rien faire. Bon, on voit bien en tout cas que Borré est en train de se faire à la Bundesliga, donc pour relâcher une Bundesfrappe comme ça. Mais surtout, il avait été très très bon lors du match aller, une activité mais débordante. Pour le transfuge de Villarreal, et en fait le problème c'est qu'il va falloir expliquer à nos enfants et nos petits-enfants comment Kevin Trapp est devenu meilleur que Marc-André Ter Stegen. C'est vrai. On nous dit ça il y a 5 ans, personne ne l'aurait pensé. Hein. Personne ne l'aurait cru, hein. Après son match contre le Real Madrid notamment. Ouais, c'est compliqué là, après la remontada surtout. Et après la remontada. De Kevin Trapp, le Barça qui paye notamment que défensivement il y a des choses qui ne vont pas encore. Il y a Oscar Mingueza qui était titulaire et il sort un mauvais match malheureusement le joueur catalan. Et du coup Francfort avec un doublé de Filip Kostic, lui toujours présent du côté de Francfort. Alors qu'il aurait dû partir cet été à la Lazio. Kostic du côté de Francfort. Un but de Borré, tu as dit aussi un très très beau match de Kamada, le japonais du côté de Francfort qui était extrêmement bon. Donc le Barça qui va du coup finalement pouvoir se concentrer sur le championnat et assurer sa place en Ligue des Champions. Ils sont deuxième, c'est bien parti. Donc un petit trophée européen ça aurait pas fait de mal à Xavi dès ses premiers mois. Mais bon, il va devoir s'en passer, devoir reconstruire le Barça en passant par la Liga et en allant en Ligue des Champions seulement via la Liga. Personne n'est Roberto Di Matteo, hein, c'est le problème. Hein. Effectivement. Effectivement. C'est donc terminé pour l'Europa League. La Conference League, le seul club français qui reste en lice en Europe, c'est Marseille, qui a réussi à battre le PAOK Salonique chez lui, un petit but à 0 grâce à un but de Dimitri Payet. Et le Marseille qui peut se permettre de rêver à un peu de premier club européen. Jamais les premiers, encore une fois, c'est pas si pour la Conference League. Ouais, non, mais ça pourrait être fortement intéressant, faut pas croire. C'est pas parce que c'est vrai que la C4 fait un peu consolante de la consolante, mais ça reste un trophée européen. Je rappelle que hormis des coupes intertoto depuis les années 2000, la France c'est aucun trophée européen. Voilà, aucun trophée européen, tandis que l'Ukraine ils en ont un, oui, avec le Shakhtar. La Russie ils en ont 2, le CSKA Moscou et Zénith Saint-Pétersbourg. Le Portugal ils en ont 2 avec Porto au moins. Oui. Et après, t'as les Espagnols, les Espagnols, les Anglais. Les Anglais, les Allemands, tout ça. Mais oui, c'est effectivement alors qu'il y a eu des finales avec Monaco en 2004, Marseille en 2018 contre l'Atlético en Europa League. Marseille aussi en 2004. Oui, contre Valence. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais donc ne pas cracher sur ce trophée, même si cette coupe ressemble, du moins dans sa conception, dans son design, à la C3 du pauvre. Juste,
Je pense que si on arrondit le trophée, ça ne se voit pas. Effectivement. Mais oui, Marseille qui a réussi à se qualifier grâce à 2 matchs solides, même si le deuxième mi-temps face au Salonique à l'aller était un peu plus compliqué, mais Marseille qui a su passer le piège grec. Ah oui, en parlant de piège, c'est sûr que oui, quand tu regardes le stade, c'est un guet-apens, oui. Un guet-apens, le stade du PAOK Salonique. Marseille qui a affronté Feyenoord, qui s'est sorti du Slavia Prague. Feyenoord là aussi, club assez historique et qui joue très bien du côté des Pays-Bas, donc ça va être une affiche très intéressante. Et de l'autre côté, la Roma qui a réussi à vaincre ses démons, le Bodo Glimt, avec 4-0, notamment avec la prestation de Zaniolo qui a été pas mal félicité du côté de l'Italie. 4-0, la Roma qui affrontera Leicester, qui a réussi à battre le PSV Eindhoven sur la fin de match, notamment grâce à un but de Ricardo Pereira. Donc Leicester-Roma, une belle affiche quand même pour ce lequel de après, c'est ce qu'on voit aussi, hein, c'est que tu as beaucoup. T'as la moitié, ça doit être haut. T'en as moins un, c'est un reversé de la C3, quoi. Oui, j'arrive plus à savoir pour Feyenoord. Non, t'en as 2. Leicester, c'est reversé de la C3. Reversé de la C3. Et Marseille aussi. Voilà. Feyenoord, j'ai un doute, et l'AS Roma, non. Non, c'était Conference League. Donc en fait, tu te retrouves aussi avec ce côté. Le syndrome Europa League, même si cette année, c'est pas des reversés, à part Leipzig. À part Leipzig, il n'y a que Leipzig qui est reversé. Oui. Donc ouais. Bon. À voir. Non, mais voilà, il faut pas qu'il y ait ce syndrome-là. Et bon, il faut quand même, toi, on est en train de faire le bilan sur toutes les coupes européennes. Il y a quand même cette idée d'avoir supprimé le but à l'extérieur, alors que je trouve que ça apporte toujours un côté romantique. Au football, je dois avouer qu'on a vu de plus en plus de matchs spectaculaires, ne serait-ce le match des champions. Il y en a eu beaucoup. Hein. Voilà, et aussi le match Chelsea-Real, voilà, rien que ça, c'est vrai que cette suppression de règles pour le moment porte ses fruits. Là, c'est la première fois. Parfois, des premières fois sont dégueulasses. Cette fois-ci, cette première fois est magnifique. On attend de voir ce qui se passe. Si ça reste sur le moyen, sur le long terme. C'est donc terminé pour cette page européenne. On a parlé de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conference League. On va terminer avec les matchs à voir du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, et toi Aurélien, pour changer, tu veux me parler d'une affiche de Serie A, le 5e contre le 3e, la Roma qui est à 3 petits points de la Ligue des Champions, qui peut encore rêver d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, qui va affronter le Napoli chez lui au Stadio Diego Armando Maradona. Le Napoli qui est 3e à 2 points de la première place, là c'est match coup près quand même pour les deux, l'un pour la Ligue des Champions et l'autre pour glaner le calcio. Oui, c'est vrai que j'avais encore hésité de prendre une affiche du football allemand, surtout que tu as le Bayer Leipzig. Mais bon, j'ai parlé de Leipzig contre Dortmund, de Leipzig contre Hoffenheim. Je me suis dit, retournons à nos bases. Donc, Naples-Rome. Et comme quoi, hein, une victoire dans le derby, ça donne des ailes. Et peut-être Tu parlais de Red Bull avant. J'ai pas fait exprès. Mais voilà, donc. Hormis l'accident de parcours à Bodo, franchement, en plus, accident de parcours bien corrigé avec le 4-0 dont on vient de parler au retour. Finalement, l'AS Roma est sur une bonne dynamique. Hein. On parle sur les 5 derniers matchs de 4 victoires et d'un match nul en Serie A, hein, je précise. Et surtout, Mourinho qui commence à faire taire les plus sceptiques, dont je fais partie. Il y a un très très gros creux entre le très bon début de saison et la fin de saison. Il y a un énorme creux. Il y a eu un creux aussi, juste après. Il y a eu un premier creux. Il y a eu un premier creux au début de saison. Il y a eu un deuxième creux avec le rocambolesque match contre la Juventus où ils perdent 4-3 alors qu'ils auraient pu faire 4-4 et alors qu'ils menaient 3-1. Ça avait leur un peu coupé les jambes. Et finalement, la victoire 3-0 dans le derby, ça les a relancés. Et là, s'ils enchaînent avec un 4e succès consécutif, alors que Naples, eux, viennent de perdre contre la Fiorentina, ça pourrait être intéressant. Et je me permets de te corriger, mais ils sont encore à 5 points de la Ligue des Champions. Parce que la Juventus est 4e, pour moi, avec 62 points. Effectivement. Moi, j'ai mal noté. C'est pas grave. Excusez-moi, petite erreur. Pour la Roma mais qui peut rêver Ligue des Champions. Le plus important pour eux, c'est de ne pas être à portée de tir de la Lazio, leur ennemi préféré, qui a 55 points. La Roma en a 57. Donc, entre jouer la Conference League et l'Europa Conference League, entre jouer l'Europa League et l'Europa Conference League,
Eh ben, à mon avis, c'est une histoire d'indemnité. Sûrement que les présidents américains de l'AS Roma préféreront l'Europa League. Effectivement. Et donc, du coup. Ah, ben oui. Je te laisse lancer. Et c'est vrai que voilà. Donc, on regarde un peu trop quand même le haut du tableau, puisque toi, tu pars en Espagne, ce qui, somme toute, tu me charries sur l'Italie, mais n'est pas non plus quelque chose de très spectaculaire, spectaculaire venant de ta part. Mais tu vas nous parler de l'affiche du premier contre le troisième, et surtout peut-être l'occasion pour Séville d'assurer sa place en Ligue des Champions. Bah exactement, on va dire magnifique lancement improvisé, franchement, du beau travail. Du beau travail de journaliste. Et oui, parce que le Real, eux, ils sont quasiment champions, ils ont potentiellement 9 points d'avance sur le Barça. Donc, si le Barça gagne leur match en retard, donc a priori, s'il n'y a pas d'accident de parcours, le Real devrait être champion. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour le Real. Mais pour Séville, ça se doit de gagner parce que bon, il reste quand même sous la menace du Betis, qui est 5e, qui a 4 petits points, hein, les voisins. Donc, bon, faire attention. Parce que Séville, c'est comme d'habitude, ça fait un très très bon début de saison, puis après ça stagne un peu. Et bah là, c'est à peu près le cas quand même pour Séville qui se doit de gagner chez lui à Sanchez-Pizjuán contre le Real. Surtout que là, il n'y a pas de Coupe d'Europe ni rien, donc là, le Séville s'est focus sur la Ligue des Champions à 100%. Donc, match qui va être très très cool à voir, le Séville de Lopetegui qui risque de revenir encore une fois en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est l'objectif clair pour les Andalous. Donc match qui va être très bien à voir si le Real va faire tourner après son match de Ligue des Champions. Là aussi, parce que surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses à jouer finalement en Liga. Donc Ancelotti n'est pas connu de base pour faire tourner, mais bon, d'abord, il va peut-être être forcé un peu forcé pour garder ses joueurs frais pour le match contre City en demi. Donc voilà, match plutôt sympa à suivre pour cette Liga, des belles affiches de Liga. Sachant que le Betis va rencontrer la Real Sociedad, donc là aussi, oui, match très important pour l'Europe. À San Sébastien. Oui, à San Sébastien, à Donostia, en Basse. Oui, c'est ça. Parce que je cherchais le nom du stade, mais j'ai un truc de Anoeta fou. Anoeta, effectivement, bien joué. Anoeta, évidemment. Pour la société. Bravo. C'est vrai, il n'y en avait pas. Mais tu as réussi à les gagner. Bien joué à toi. Donc voilà, c'était mon match du week-end, Sevilla, Real Madrid. C'est donc terminé pour cette émission. Merci à toi, Aurélien, de m'avoir accompagné dans ce petit format qui est petit. Je t'avais dit que ça pouvait être sympathique. Qui est chill. C'est chill et c'est bien pour l'autopromo. C'est vrai. C'est plutôt cool. Merci à de nous avoir aidé à la régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans Première Intention. Bon week-end à tous. Second poteau Pavard.